Eh bien, bonjour à tous. Alors, je crois pas que vous soyez très nombreux pour le moment, mais je suis le docteur Flory et je vais bienvenue à ce webinaire sur le dépistage du cancer colorectal pour Mars Bleu. Alors, juste pour vous indiquer les bonnes pratiques pour le webinaire, on va regarder ensemble. Donc, vos caméras, elles sont automatiquement désactivées pour le droit à l'image, mais si vous souhaitez si vous l'activez, c'est que vous acceptez que votre image apparaisse dans le replay, donc vous apparaîtrez dans le replay. Si vous souhaitez pas être identifié, vous pouvez mettre un pseudonyme à la place de vos noms et prénoms. Et pour échanger avec moi, vous pouvez lever la main sur Teams et poser vos questions. Comme ça, on activera votre micro à ce moment-là. Et puis, vous pouvez activer le mode galerie pour avoir une meilleure visibilité. Bon, là, il n'y a qu'un intervenant, donc je pense pas que ce sera forcément nécessaire. Et puis, le webinaire sera enregistré. Il y aura un replay sur la chaîne YouTube de l'ICM prochainement. Donc on passe aux choses sérieuses. Donc voilà, donc moi je suis le docteur Flory Nicolas, je suis médecin gastro-entérologue et médecin nutritionniste. Je travaille à l'ICM à Val-d'Orel depuis 2009 et donc je vais vous parler du dépistage du cancer du côlon. Alors pour le cancer colorectal, c'est un cancer qui est très fréquent, hein. Il y a plus de 47 000 nouveaux cas par an en France et 17 000 décès, plus de 17 000 décès par an. Donc on voit que c'est un cancer qui est fréquent et qui est donc un gros problème de santé publique. Et en fait, pour voir un petit peu le cancer et les traitements, c'est important de connaître très schématiquement les stades du cancer, puisque plus on va prendre le cancer tôt en charge, mieux il va être traité. Et donc vous voyez ici la paroi du côlon. Je ne sais pas si vous voyez ma souris là sur l'écran. On voit la souris. Donc, vous voyez, vous avez les stades. Et donc, en fait, ça va du stade le moins grave, stade 0, à stade 1 et puis à stade 4. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, stade 0 et stade 1, ça envahit qu'une toute petite partie de la paroi du tube digestif, du côlon. Alors que le stade 2, déjà, on va dans les couches un peu plus profondes. Et stade 3, on peut avoir même des ganglions qui sont touchés, ou alors ça déborde. Et stade 4, c'est le stade métastatique. Donc c'est important de savoir ça parce qu'en fonction du stade, il y a plus de risques d'avoir une maladie qui ne va pas être guérie. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit dans les campagnes de dépistage, c'est que quand c'est dépisté tôt, on le guérit 9 fois sur 10. En fait, c'est quand c'est des stades 0 ou 1. Vous voyez ici en haut de l'écran, donc quand ça envahit qu'une petite partie de la paroi. Et donc à ce moment-là, on voit que le taux de survie à 10 ans, il est de 90%. Et donc, c'est ça la guérison dont on parle. Et on voit que plus le cancer est pris tard, à des stades 2, puis 3, puis 4, plus la survie à 10 ans diminue, puisqu'on est de 9 patients sur 10 vivants à 10 ans pour les stades 0 à 1. On passe à 2 tiers pour les stades 2, à la moitié pour les stades 3 et à 5% des patients en vie à 10 ans pour les stades 4. D'où l'intérêt d'avoir une détection précoce puisque plus on va prendre tôt, plus on va prendre prendre en charge tôt le cancer, plus on va être efficace sur la guérison. Donc c'est important également de connaître l'histoire naturelle du cancer du côlon. Chez les gens qui ont pas de maladie génétique, on va avoir donc dans la population générale, on a une muqueuse colique qui au début est normale, c'est ce qu'on voit sur cette photo. Et puis un jour, on a un adénome qui va apparaître. C'est comme une excroissance au niveau du côlon, donc que vous voyez ici en petit, et donc qui apparaîtra pas chez tout le monde, hein. Il y a des gens qui n'auront jamais d'adénome, mais sur 1000 adénomes, on a 20 débutants, donc qui sont de petite taille, qui ont de la dysplasie uniquement de Bagrade, donc qui sont pas à risque. On va avoir 20 adénomes, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même pas mal qui vont devenir des adénomes avancés, c'est-à-dire qu'ils vont grossir, avoir une taille supérieure à 1 cm, ou qui vont avoir se transformer à l'intérieur et qui vont avoir ce qu'on appelle de la dysplasie de haut grade, donc il va avec un risque plus important de se transformer. Et parmi ces 20 adénomes avancés, on aura moins d'un cancer colorectal que vous voyez ici, et donc qui va entraîner un cancer. Ça veut dire que pour la majorité de la population, en fait, le cancer, il n'arrive pas d'un coup, mais c'est un polype, ce qu'on appelle un polype, mais un adénome qui va petit à petit grossir et devenir un cancer. Et la durée pour devenir entre l'adénome qui va débuter et le cancer colorectal, c'est de 10 ans.
Ça va être important pour les surveillances par coloscopie après. Alors, c'est important, avant le dépistage, de connaître les facteurs de risque du cancer colorectal. Et pour les facteurs de risque, on a à la fois les facteurs liés à l'individu et les facteurs qui sont liés à l'environnement. Donc, pour les facteurs liés à l'individu, c'est des facteurs qu'on ne peut pas trop changer. C'est des facteurs qui sont liés à la personne elle-même et à ses antécédents. Et donc, pour ça, il y en a cinq groupes principaux. C'est l'âge, quand on a plus de 50 ans, je reviendrai dessus après. Les mutations génétiques, syndrome de Lynch ou une polypose adénomateuse familiale, on n'en parlera pas trop, pas aujourd'hui, je vous montrerai juste le pourcentage de personnes qui ont ça. Les maladies inflammatoires de l'intestin, que ce soit donc ce qu'on surnomme les MICI, maladies de Crohn ou rectocolite. Et puis après, il y a les antécédents familiaux chez les premiers degrés avant 65 ans d'adénome ou de cancer, ou quand il y a plusieurs cancers dans la famille, quel que soit l'âge et pour les patients au premier degré, pour les personnes au premier degré. Et puis, il y a les antécédents personnels qui sont les antécédents personnels pardon, les antécédents personnels donc d'adénome supérieur à 1 cm ou s'il y a plusieurs adénomes et les cancers colorectals ou l'acromégalie. Voilà, donc ça c'est des facteurs liés à l'individu, on ne pourra pas jouer dessus, ils sont là et ils vont déterminer aussi la prise en charge, on reviendra dessus après. La deuxième chose, c'est les facteurs liés à l'environnement. Et donc ça, c'est important parce que c'est les facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour diminuer le risque de cancer. Et donc là, il y en a plusieurs qui sont connus. Et le premier, c'est les facteurs liés à l'alimentation. Et donc, on voit que 25% des cancers, à peu près 25% des cancers chez les hommes et 20% chez la femme sont liés à l'alimentation. Et parmi ces cancers, ben, on voit que l'alcool représente un facteur de risque très important chez les patients, que ce soit chez l'homme principalement, mais également chez la femme, qui est responsable de 10% des cancers et 20% chez l'homme, hein, du cancer du côlon. Et puis le surpoids et l'obésité aussi, qui va être un facteur de risque, à la fois chez l'homme et chez la femme. Et ensuite, on a d'autres facteurs de risque qui sont le tabac, les expositions professionnelles, la diminution de l'activité physique et les radiations ionisantes. Donc ça, c'est les facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour diminuer les risques. Si on regarde sur l'alimentation, à part l'alcool, on a également les viandes rouges, la charcuterie, le surpoids, donc ça on a vu, et puis les facteurs protecteurs, il y a les fibres qui sont où on sait que c'est protecteur dans le cancer du côlon, l'activité physique, les produits laitiers, les fruits et légumes aussi qui améliorent. Donc toutes ces choses-là, c'est les choses sur lesquelles on va pouvoir jouer pour diminuer les risques de cancer du côlon. Alors on a une question, je crois, on va activer votre micro. Je vous écoute. Attendez, hein, on n'a pas encore activé, mais voilà, on vous écoute. Je crois qu'il y a une question. Oui, bonjour, pardon Bonjour. de poser déjà une Non, question. il n'y a aucun souci. Au contraire, n'hésitez pas à lever la main et à poser des D'accord. questions. C'est le but. Alors, je suis médecin responsable du site de la Haute-Garonne pour le CRCDC, donc la structure coordination des dépistages des cancers d'Occitanie. Et en fait, on avait la notion par les sociétés, je crois que c'est la Société française de gastro, que le critère d'âge supérieur ou inférieur à 65 ans dans la famille au premier degré, c'était plus pris en compte. Et qu'en fait, c'était à partir du moment où on a au moins un cas dans la famille, quel que soit l'âge, le risque était augmenté et on était considéré comme personne à risque. Est-ce que vous confirmez ça ou pas? Alors, sur les recommandations, il y a eu quand même pas mal de changements ces dernières années. Donc, il y a beaucoup de changements dans les surveillances aussi. Je pense que quand même, alors, sur les cancers à 80 ans, moi, j'ai pas vu énormément de modifications là-dessus. Mais effectivement, quand il y a un cancer dans la famille, on a tendance plus facilement à aller faire des coloscopies. Après, ça change quand même pas mal sur les niveaux de risque. Il y a eu des modifications un peu sur le nombre de polypes, sur tout ça. Donc sur l'âge, moi j'étais resté sur parce que les recommandations HAS aussi, donc le temps que ça se transmette dans les recommandations globales, il y a des changements.
Voilà, après, effectivement, c'est une discussion avec le gastro-entérologue sur D'accord, oui, l'âge et de de la toute façon. réalisation de la coloscopie, mais ça change un peu régulièrement et en fonction des recommandations qu'on cherche, que ce soit la HAS, la Société de gastro-entérologie, on a des modifications. Et par exemple, les recommandations de coloscopie, elles sont quand même différentes maintenant entre la HAS et les dernières recommandations de gastro que je vais vous montrer tout à l'heure. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Bon, très bien. Merci pour votre retour. Donc les niveaux de risque, pour les niveaux de risque du cancer colorectal, on a trois niveaux de risque que vous voyez ici. Donc il y a le risque moyen, le risque élevé et le risque très élevé. Le risque moyen, c'est ce qui va nous intéresser pour le dépistage du cancer colorectal, le dépistage organisé. Donc, c'est les patients de 50 à 74 ans qui n'ont aucun antécédent familial, qui n'ont pas de symptômes, on va revenir dessus aussi après, et qui n'ont pas de maladie inflammatoire intestinale, que ce soit de Crohn ou de rectocolite ulcéro-hémorragique. Donc, eux, ça représente dans ce risque-là 80% de la population. Pour le risque élevé, c'est quand on a des antécédents familiaux ou personnels. Alors effectivement, sur les antécédents familiaux, c'est ce qu'on disait, il y a dans certains endroits, pour les recommandations HAS, on est encore à 65 ans. Ça varie un peu en fonction il y a souvent des modifications de prise en charge. Donc après, c'est à discuter avec les patients. Est-ce que quelqu'un à 85 ans ou 90 ans, dans sa famille au premier degré, est-ce que c'est un sur-risque? C'est une question là-dessus. Il y a des modifications, donc probablement ça fait partie effectivement des risques associés. Et puis, si on a des symptômes, là, on a des risques plus élevés d'avoir un cancer du côlon ou une maladie inflammatoire. Donc, ça représente 15 à 20% des patients, enfin des personnes dans la population générale. Et puis, le risque très élevé en cas de prédisposition héréditaire, polypose, syndrome de Lynch. Là, on est de 1 à 3% de la population. Pour ces patients qui ont un risque moyen, donc c'est ce que je vous disais, ça va être le dépistage organisé. Et pour ces patients-là, on a un risque d'avoir un cancer du côlon au cours de la vie qui est de 2 à 4%. Et donc, on va faire un dépistage organisé. Et depuis quelques années maintenant, depuis 2016, je crois, c'est le test FIT de recherche de sang dans les selles à faire tous les 2 ans, de 50 à 75 ans, qui est recommandé. Dans les autres cas, on va avoir un dépistage individuel. Donc, en général, il va falloir avoir une évaluation par un gastro-entérologue. Donc, c'est pour ça, quand il y a des antécédents familiaux au premier degré, je pense, quel que soit l'âge d'adénome avancé ou de cancer du côlon, c'est bien d'avoir un avis gastro-entérologique qui va refaire le point là-dessus et voir si on fait plutôt un test FIT ou des coloscopies. Mais en tout cas, s'il y a des antécédents familiaux, des antécédents personnels ou familiaux jeunes, de toute façon, il faudra faire des coloscopies. Et après, on discute en fonction dans les consultations de dépistage. Pour la coloscopie, ce qu'il faut savoir, c'est que le dépistage, il ne sera pas valable si on a des symptômes. Qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes? C'est les saignements dans les selles, donc l'érectoragie. S'il y a du sang dans les selles, on ne va pas faire un test de dépistage. Et on voit encore des gens qui vont faire un test de recherche de sang dans les selles, mais qui n'est pas nécessaire, qui n'apporte rien, puisque s'il y a du sang visible, le risque, c'est d'avoir un faux négatif. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire une coloscopie. S'il y a des modifications récentes sur quelques semaines du transit intestinal, si vous aviez l'habitude, si les gens avaient l'habitude d'aller à la selle tous les jours et que d'un coup, pendant un mois ou 2 mois, ils ont des selles tous les 2, 3 jours, que ça se modifie, ça peut être aussi un argument. L'anémie ferriprive, donc quand il y a un manque de fer, on dose les réserves en fer et si elles sont diminuées, ben, on va faire une coloscopie. S'il y a des douleurs abdominales qui sont récentes, qui sont inexpliquées, alors récentes, ça ne veut pas dire depuis 3 jours, mais s'il y a depuis quelques semaines des douleurs abdominales et s'il y a une perte de poids inexpliquée, dans ces cas-là, on va être amené à faire une coloscopie parce qu'il y a des symptômes. Si on s'intéresse au dépistage, ben maintenant on a pour l'organisation. Donc si on a entre 50 et 74 ans, on va recevoir une invitation de l'assurance maladie. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir avoir trois possibilités pour récupérer le test. Soit le médecin traitant, soit le pharmacien, soit on peut le commander aussi sur mon kit de dépistage colorectal. On peut aller directement sur le site de la sécurité, enfin de Amélie pour aller le retrouver et remplir ses coordonnées.
On reçoit le test. Il faut bien regarder le mode d'emploi. Je vous montrerai après comment ça se passe. Et puis, on réalise le test à domicile et on envoie le test et la fiche d'identification dans l'enveloppe qui est pré-timbrée et on le pose dans les 24 heures qui suivent. On essaye d'éviter de le faire le vendredi ou le samedi pour qu'il reste le moins longtemps sur le chemin, pour qu'il arrive le plus vite possible au centre des dépistages. Et on reçoit les résultats 15 jours après. Si jamais on n'a pas répondu, eh ben, il va y avoir des relances en l'absence de réponse après 4 mois après l'invitation et en l'absence de réponse 8 mois après la première relance. Dans certains cas, le kit pourra être envoyé directement si on a déjà fait des tests avant avec une relance. Alors pourquoi est-ce qu'on débute à partir de 50 ans le dépistage dans le cancer du côlon? Ben, il suffit de regarder l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, et en fonction de l'âge. Et donc on voit, vous voyez bien sur ce schéma, donc vous voyez avec les carrés bleus ici sur la ligne avec les carrés bleus foncés, c'est l'incidence, donc l'apparition des cancers chez les hommes. En bleu clair, c'est chez les femmes, et vous avez la mortalité, c'est les lignes pointillées. Et donc, on voit très bien qu'à partir de 50 ans, on a une augmentation de l'incidence. Donc, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui ont des cancers du côlon, alors qu'avant, il y a une diminution. Donc, c'est pour ça que le seuil de 50 ans a été déterminé. Et ça arrive également chez la femme avec une incidence qui est un petit peu moins importante. Et on voit que la mortalité, ben, elle augmente aussi, mais en décalé, puisque c'est le temps pour lequel le cancer avance. Pour le test lui-même, donc vous avez ça, la feuille d'explication avec les étiquettes. Il faut bien mettre les étiquettes dessus, coller sur la feuille de dépistage, bien remplir l'ensemble des textes si vous n'avez pas les étiquettes. Et puis ensuite, il y a un système pour coller un papier sur la lunette des toilettes pour ensuite un petit tube qu'on va ouvrir pour gratter la surface des selles à plusieurs endroits. Et il faut vraiment que la tige soit bien imprégnée de sel, recouverte de sel. On referme le tube ensuite et on le mélange, on le secoue énergiquement et ensuite il est envoyé dans la lettre, dans l'enveloppe prétimbrée, d'abord dans le sachet de protection et ensuite dans l'enveloppe compost. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire le vendredi ou le samedi pour pas que ça reste à la poste. Alors juste un petit truc, on va la passer rapidement, mais vous avez le système la vidéo que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube, qui explique le fonctionnement du test. Et donc, hop, je vais remettre le son, donc vous Il se voyez. présente comme ça, en 3 volets. Voilà à quoi ressemble Découvrons ensemble ce qu'il contient. le Un test. mode d'emploi, la fiche d'identification, le dispositif de recueil de sel, le tube de prélèvement, le sachet de protection et l'enveloppe de retour. Donc ça, c'est ce qu'on a vu Tout juste d'abord, avant. vous devez bien vous identifier grâce à l'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte 2 étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche. Sans oublier, et c'est très important, de compléter les informations ici et ici. La petite étiquette sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Dans ce cas, vous devez remplir l'ensemble de la fiche d'identification, y compris la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil des sels. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes. Comme ceci. Tapotez au milieu pour faire un creux. Attention, pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors on ouvre le tube en tirant le bouchon comme ceci. L'extrémité de la tige se présente ainsi. Elle est striée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Bon, alors là, évidemment, ce ne sont pas de vrais sels. On gratte à la surface, à plusieurs endroits,
jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. C'est parfait. Maintenant, on remet la tige dans le tube, on ferme bien, on entend un clic et on secoue. Tout le reste se jette dans les toilettes. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe de retour. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain ou plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Pour les résultats, 2 solutions. Vous pourrez les consulter sur Internet, l'adresse est indiquée sur le mode d'emploi, ou vous les recevrez par courrier sous une quinzaine de jours. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant. Donc voilà, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur Internet. Elle est bien faite, elle explique bien. Et puis pour montrer également aux gens à qui vous donnez le test ou à qui vous en parlez, ça peut, parce que on peut avoir l'impression que ça va être compliqué, mais finalement, c'est assez simple à faire. Juste, j'ai refait une synthèse de quand il ne faut pas faire le test. Donc, on ne fait pas le test quand on a des symptômes, ce qu'on a vu avant. Là, il faut faire une coloscopie. Quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin, là, c'est le gastro-entérologue qui fait le suivi, qui organisera le suivi. Quand on a une prédisposition génétique, quand on a des antécédents personnels de cancer colorectal, ou alors quand on a des antécédents personnels d'adénome ou familiaux, et là, il faudra avoir un avis gastro-entérologique pour la décision, parce que vous verrez, avec le test, il y a même eu des modifications dans la prise en charge, ce que je vous disais tout à l'heure, et je vous remontrerai après. Et si on a fait une coloscopie normale il y a moins de 5 ans, normalement, on n'a pas besoin de refaire le test pendant les 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on attend des résultats de ce test? Normalement, chaque année, il y a plus de 8 millions de personnes qui sont invitées à faire le test chaque année. Et dans 4% des cas, quand on va faire le test, il va y avoir un test positif. Donc, ça veut dire que dans 96%, le test sera négatif. Et donc, à ce moment-là, il faudra faire une coloscopie. Si la coloscopie n'est pas réalisée, il y aura un rappel au patient par courrier à 3 et 6 mois. Et ce qu'on voit ici, c'est quand on regarde le stade auquel le cancer a été détecté, et ben dans 50% des cas, ça va être des stades 1, ce qu'on a vu, hein, donc des guérisons à 90%, 9 fois sur 10. Et puis des stades 2, dans un quart des cas, stade 3, et stade 4, seulement 10% des cas. Donc voilà, c'est important de voir ça parce qu'en fait, ça va être des cancers qui sont pas symptomatiques pour le moment et qu'on va détecter très tôt. Et puis, si on a des tests positifs, ça ne veut pas dire qu'on aura un cancer. Dans 7 à 8% des cas, il y aura un cancer. Mais dans du coup 92% des cas, il n'y a pas de cancer. Donc ça, on peut rassurer quand même un peu les gens quand ils ont un test positif. Et dans 30 à 40% des cas, on aura des adénomes. Donc on a vu, c'est des lésions qui ne sont pas encore des cancers, mais qui pourront se transformer. Et dans plus de 50% des cas, voire 60% des cas, on aura une coloscopie qui est normale, donc sans lésion. Pour les complications de la coloscopie, on est à 1 à 4,5 pour 1000 coloscopies. C'est de faire un trou dans le côlon, de faire saigner. Potentiellement, ça peut aller jusqu'à une intervention chirurgicale ou décès dans les cas vraiment les plus graves. Mais voilà, donc en tout cas, c'est ça les résultats. Et alors, on va voir qu'en fait, ça va diminuer à la fois la mortalité pour le cancer, puisqu'on va le prendre plus tôt, donc à un stade moins évolué, ou même avant qu'il devienne un cancer. Et donc, quand on le prend avant, on diminue même l'incidence du cancer, donc il y aura moins de cancers. Donc, non seulement moins de cancers, mais aussi moins de mortalité parmi les cancers qu'on retrouve. Et donc, les objectifs, une fois qu'on a un test positif, c'est d'avoir une coloscopie. Et il faut que pour ça, on ait plus de 90% de coloscopie après un test positif. Souhaitable qu'il y ait plus de 95%, même voilà. Dans l'idéal, c'est 100%, mais en tout cas, pour que ce soit intéressant, ce dépistage, il faut qu'on ait ces chiffres-là. Pour le délai entre le test et la coloscopie, normalement, dans les recommandations, c'est dans les 31 jours après le test. Quand on regarde les études, on a l'impression que jusqu'à 10 mois après le test, on n'a pas d'augmentation du taux de cancer. Vous voyez, jusqu'à 9 mois, on est à 3 à 4%. 10 mois, on est à 4,9%. Et par contre, 12 mois, on voit qu'on a une augmentation
augmentation. À partir de 10-12 mois, on a une augmentation du nombre de cancers. D'où l'intérêt de le faire le plus tôt possible, mais quelquefois on a des délais, donc sachez que s'il y a un délai à 2 mois, il n'y a rien de, c'est pas inquiétant. Mais il faut faire la coloscopie. Voilà. La qualité de la coloscopie, elle est essentielle, et notamment la préparation du côlon, parce que quelquefois on ne voit pas bien le côlon, et donc ça veut dire qu'on va avoir une préparation qui est insuffisante, et on peut louper des polypes ou des lésions précancéreuses ou des petits cancers, d'où l'intérêt d'avoir une préparation très bien faite, qui est un peu contraignante, mais qui permet d'avoir un examen optimal. Alors, si on regarde maintenant les objectifs, l'objectif, ça va être le premier, c'est de réduire le nombre de décès par cancer, donc de réduire la mortalité. Et ce qui est recommandé, c'est d'avoir au moins 65%. Il faudrait qu'il y ait un minimum de 45% de participation, mais au moins 65%. Et quand on regarde en fonction de la participation, alors ça, c'était des chiffres un peu plus anciens, on est un tout petit peu au-dessus, maintenant on verra à 35, 34, 35%. Mais vous voyez, on évite 2600 décès par cancer par an dans ce cas-là. Si on passait à 45%, on éviterait 4000 décès par cancer du côlon. Et si on passait à 65%, l'objectif, on diminuerait même, on enlèverait 6600 décès par cancer par an au niveau du côlon. Donc j'avais mis ça un peu en parallèle pour montrer qu'on est dans les mêmes chiffres, dans les mêmes ordres de grandeur que pour les accidents sur la route depuis 1970. C'est des réductions qui sont vraiment très importantes s'il y avait une participation majeure, mais on va voir que c'est un des problèmes. J'y reviendrai après. L'autre objectif, donc réduire la mortalité, mais c'est aussi de réduire le nombre de nouveaux cas de cancer colorectaux, donc c'est-à-dire de réduire l'incidence. Et donc pour ça, l'objectif, c'est d'atteindre 65% de la population. Et pareil, il y a eu une modélisation que j'avais repris de 2019 qui montrait bien que si on a une participation à 30%, ben on évite 2200 cancers colorectaux par an. Si on est à 45%, on évite 3500. Et si on était à 65%, on éviterait 5700 cancers par an. Donc c'est assez énorme. Et ça, c'est parce que ce qu'on a vu, c'est que le test de dépistage, on va aussi détecter des lésions qui sont précancéreuses. Donc ça veut dire qu'ils vont être enlevés et qu'ils vont pas se transformer en cancer après. Et c'est pour ça qu'on va éviter des cancers grâce à ce dépistage. Si on regarde maintenant l'impact du dépistage sur la réduction du risque en fonction de l'âge de début ou de l'âge d'arrêt, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui commence ses tests plus tard, est-ce qu'il y a un intérêt à faire quand même ces dépistages si on n'a pas commencé à 50 ans, puisque c'est de 50 à 75 ans, ben on se rend compte que quand on débute à 65 ans, vous voyez l'âge de début, donc si on le fait de 65 à 75 ans, on va pour une femme, par exemple, on va avoir une réduction de 15% de son risque de cancer colorectal. Donc ça reste une diminution du risque qui est quand même bien. Alors bien sûr, ça aurait été une diminution plus importante si elle avait commencé à 50 ans, mais ça reste une diminution importante du risque de cancer colorectal. Et pareil pour l'âge d'arrêt, si on a maintenant, par exemple, un homme, donc c'est la courbe foncée, gris foncé qui est ici, qui arrêterait son dépistage à 65 ans, il aurait une réduction d'à peu près 10%. Il aura quand même une diminution d'un peu plus de 10% de son risque de cancer colorectal tout au cours de sa vie. Donc même s'il arrêtait, le fait de l'avoir fait pendant 15 ans, bien sûr, ce serait bien de le continuer jusqu'à 75 ans parce qu'il diminuerait de 25%. Mais même là, il aurait une diminution de son risque. Si maintenant on regarde par rapport à la mortalité du cancer colorectal, et ben là aussi, quel que soit l'âge de début, et ben on va avoir quand même un bénéfice sur la mortalité, puisque si on débute à l'âge de 65 ans pour une femme, on voit qu'on va avoir quand même une réduction de 35% de décès par cancer colorectal au cours de sa vie. Et si on regarde l'âge d'arrêt maintenant, alors là on est passé chez un homme par exemple, si on arrête à 65 ans, ben on va quand même avoir une réduction de 25% du risque de décéder d'un cancer colorectal au cours de sa vie. Ça veut dire que même si on commence plus tard ou alors que si on arrête plus tôt, on a quand même une réduction du risque. Donc c'est un intérêt vraiment c'est encore en faveur du dépistage.
Si on s'intéresse maintenant au coût et à l'efficacité du programme, là encore, c'était une présentation au congrès de gastro-entérologie en 2018, puisque c'est important de savoir s'il y a un bénéfice. En fait, on voit que si on avait, donc vous avez ici en abscisse le nombre de cancers pour 1000 individus et le nombre d'années de vie, pardon, gagnées pour 1000 individus et en ordonner les coûts de cette prise en charge. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on est à 65% de participation, qui est l'objectif, hein, d'être au moins à 65% de participation, on voit qu'on aurait 29 années de vie gagnées pour 1000 individus et que ça coûterait à peu près un peu plus de 150 000 euros. Alors, comme ça vous dit rien, mais si on ramène, donc c'est des qualis, les années de vie gagnées, et donc on voit par quali, ça coûterait, si on divise, on serait à 5600 euros. Et on sait que c'est intéressant, une intervention de dépistage est intéressante quand elle coûte moins de 30 000 euros par quali. Donc vous voyez, on est très inférieur à ça, 5 à 6 fois inférieur. Donc c'est quelque chose qui est très rentable c'est un dépistage qui est très rentable pour pour le nombre d'années de vie gagnées. Donc même au niveau économique, on a un bénéfice. Alors, le problème qu'on va avoir, nous, en France, c'est la participation. C'est-à-dire que la participation, elle reste très basse. Et donc là, vous avez les chiffres, vous voyez, depuis 2010. Alors, initialement, c'était des tests qui étaient un peu différents, moins efficaces. Et en 2015-2016, il y a eu un changement de test. Et vous avez ici la participation, donc en rouge pour les femmes, en bleu pour les hommes et en vert au milieu, la participation moyenne. Et donc, vous voyez que en faisant la moyenne des deux. Et donc, vous voyez que on était à 34, en dessous de 35% en 2016. Je vous rappelle que les objectifs, c'est 45% au minimum pour que ce soit, pour qu'on commence à avoir un bénéfice. Et il faut que ce soit à plus de 65% pour que ce soit intéressant. Et donc, vous voyez qu'en 2022-2023, on est encore inférieur à 35% avec une stagnation. Et donc, on est en dessous de ce qui est recommandé. Et quand on regarde, on a des pays dans le nord où on est dans les Pays-Bas, plus au nord, où on est à 71% de dépistage. Alors, c'est des chiffres qui datent un peu maintenant, qui dataient de 2017, mais il y a un dépistage, une culture du dépistage qui est beaucoup plus importante dans les pays nordiques. Pourquoi est-ce qu'on se dépiste, pourquoi est-ce qu'il y a moins de dépistage? Alors, il y a eu des études qui ont montré que l'âge, il y avait des facteurs de risque. L'âge inférieur à 65 ans, on avait tendance à moins se dépister, probablement parce qu'on a moins le sentiment d'être concerné. La situation sociale défavorable, l'isolement, le fait d'avoir un niveau socio-économique moins élevé, d'avoir un niveau d'éducation moins important, le fait de ne pas être marié, tout ça, ce sont des choses qui jouent. Les situations de santé défavorables, donc tout ce qui est comorbidité, l'obésité, le diabète, les maladies chroniques associées aussi, il y a moins de dépistage. Et puis les hommes aussi qui se dépistent moins. Donc voilà les, les populations qui sont plus à risque d'avoir moins de dépistage. Et si on regarde maintenant ce dépistage en France, on se rend compte, donc vous voyez le chiffre de 34,2% en France. On voit qu'il y a des parties, alors plus c'est bleu foncé sur la carte, plus les gens participent au dépistage. Et donc vous voyez que dans les pays de la Loire, qu'en Bretagne, dans le Grand Est, globalement dans le Nord, il y a un petit peu plus, sauf mis à part dans l'extrême Nord, mais sinon dans les Nord-Est, Nord-Ouest, on a des participations qui sont un peu plus importantes, qui restent en dessous de ce qui est recommandé, hein, puisqu'on est entre maximum à 42,9% pour les pays de la Loire, dans la Bretagne à 39,7%, Bourgogne 38%. Dans les records, dans les départements, c'est l'Ille-et-Vilaine qui est à 47%. Et puis, vous voyez, dans l'Hérault, on est très mauvais puisqu'on est à 30% et dans l'Occitanie à 31,3%. Donc, ça veut dire que on est loin des bénéfices escomptés parce que les gens participent moins au dépistage. Alors, quels sont les freins pour le dépistage? Alors, il y avait des tests qui étaient indisponibles. Alors maintenant, les professionnels de santé peuvent les commander. On peut les avoir à la pharmacie, mais ça faisait une des limites. Probablement un manque de connaissance des personnes, donc manque de sensibilisation, d'où l'intérêt de faire des campagnes de sensibilisation comme Mars Bleu, d'en parler autour de vous, les campagnes à la télévision où on voit qu'il y a 9 sur 10, que dans 9 cas sur 10 on guérit, hein, on a vu d'où ça venait.
Et puis, il y a les méconnaissances des procédures de dépistage pour les patients, le manque de temps des professionnels de santé sont de moins en moins nombreux et qui ont moins de temps pour le dépistage malheureusement, même si ça les intéresse. Pour les patients, il y a la gêne par la manipulation des selles, hein. On a vu sur la vidéo, il faut aller gratter au niveau de ces selles, donc ça peut être un frein pour des personnes. L'anxiété liée au test et au résultat du test qui peut aussi faire qu'on se dit qu'on préfère pas savoir. La lassitude avec des tests tous les 2 ans. Et puis on a vu les niveaux d'éducation et les niveaux socio-économiques bas qui sont aussi des facteurs de risque, des freins au dépistage. Donc pour ça, pour comment on pourrait améliorer ça, en impliquant davantage les médecins et les médecins traitants, en leur laissant peut-être plus de temps pour faire ça. Donc l'importance avec le médecin, puisque les études ont montré d'ailleurs que les patients trouvaient que, enfin les personnes trouvaient que le mieux c'était quand même le médecin traitant, c'était parce qu'il y avait plus de confiance dans le médecin traitant. Donc si le médecin traitant en parle et conseille d'aller faire un test, les gens le feront plus facilement. Bien informer et expliquer les bénéfices du test immunologique. Dans l'entourage familial, il ne faut pas hésiter à aller voir ses proches, leur dire il y a ça, qu'il y a ces tests de dépistage, que c'est efficace. Et puis, ce qui a été fait, c'est la diversification des professionnels de santé, et notamment les pharmaciens qui peuvent remettre le test, ou alors d'envoi des kits dans certaines situations chez des patients à domicile, chez des gens qui ont déjà fait le test et qui n'ont pas répondu à la première relance. Donc, ce qu'on voit, c'est le test, il est efficace puisque il y a même des modifications dans les recommandations des coloscopies de surveillance, ce dont on parlait tout à l'heure pour l'âge, mais qu'en fait, jusque-là, à partir du moment où un patient avait un adénome, par exemple, on retrouvait un petit polype tout petit dans le côlon, et il partait sur des surveillances par coloscopie. Et puis, en fait, les recommandations ont changé de la SNFGE, la Société française de gastro-entérologie. Et maintenant, même chez les patients qui potentiellement ont eu des adénomes ou des polypes, on va souvent refaire des coloscopies quand il y a 5 adénomes. Donc, les adénomes, c'est les polypes, hein, vous voyez, qui vont petit à petit grossir. Donc, quand il y en a 5 ou quand il y en a un qui fait une taille supérieure à 10 mm ou quand il est en dysplasie de haut grade ou quand il a certaines formes, voilà, quand il est festonné, c'est-à-dire que c'est une certaine forme d'anapathe. Là, on va refaire une coloscopie, vous voyez, à 3 ans. Puis, si elle est normale, on refait une coloscopie à 5 ans. Mais si elle est normale, à ce moment-là, on fera une consultation de prévention avec le gastro-entérologue. Et c'est lui qui, en discutant avec le patient, va voir ce qu'il faut faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a, en fonction de l'espérance de vie, des comorbidités, de la balance bénéfice-risque? Et on espace la coloscopie, mais il est aussi proposé dans ces situations-là de débuter des tests de dépistage, de tests FIT tous les 2 ans à partir de 5 ans. Alors que ces patients-là, jusqu'à il y a quelques années, on aurait fait des coloscopies en continu, tout au long de la vie. Et puis, si à bas risque, vous voyez, on fait une première coloscopie, donc des polypes plus petits, inférieurs à 10 mm ou qui n'ont pas de dysplasie. À ce moment-là, on refait une colo à 5 ans. Et après, on fait une consultation de prévention où potentiellement, on peut être amené à faire des tests FIT après. Et par contre, si on a un ou deux adénomes qui sont inférieurs à 10 mm en dysplasie de bas grade, vous voyez, on va faire directement une consulte prévention. Donc, c'est-à-dire qu'on va revenir directement au FIT. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre on va diminuer le nombre de coloscopies pour les gens et ça montre aussi que le test FIT, il est efficace pour le dépistage et que ça va pouvoir même remplacer des coloscopies chez des patients qui avant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avaient besoin d'avoir des coloscopies dans ces situations-là. Donc en gros, pour terminer, c'est vraiment important de savoir que le dépistage du cancer colorectal, on a vu que ça sauvait des vies, qu'en plus ça évite des cancers, donc moins de cancers, moins de mortalité. Mais pour ça, il faut avoir une bonne participation. Et pour ça, il faut vraiment en parler, qu'on soit médecin ou non, d'en parler à son entourage, d'en parler aux gens autour, en expliquant que c'est vraiment important, que ça a des bons résultats. Initialement, c'était un peu moins efficace avant qu'on change de test, mais maintenant, il y a eu un gros changement sur tout ça et on est plus efficace. D'où l'intérêt d'avoir ça. Quand il y a des antécédents
traitement, quand il y a des antécédents familiaux au premier degré, quand il y a des symptômes, quand il y a des antécédents personnels de polypes ou des maladies, ben là, il va falloir voir avec le gastro-entérologue pour voir comment faire ce dépistage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de dépistage, mais ça veut dire que la nature du dépistage peut changer et qu'au lieu d'avoir un test FIT, on va faire une coloscopie. Mais chez 80% des gens qui sont pas symptomatiques, qui n'ont pas d'antécédents familiaux, pas d'antécédents personnels, le test FIT va être important. Vous pouvez aller directement sur le site aussi les sites internet pour le récupérer. Et puis, vous pouvez en parler à votre pharmacien maintenant et aussi à votre médecin traitant pour le récupérer. Voilà un petit peu les différents sites dont je me suis inspiré, et notamment l'Institut du cancer sur les vidéos, mais aussi le centre de dépistage, la gastro-entérologie, l'HAS. Et donc, quelquefois, pour revenir sur la question les antécédents au premier degré, ben, on a des petits décalages entre l'HAS, la Société de gastro-entérologie. Et donc, c'est assez difficile de savoir pour un âge précis, 65, 70, 80 ans. Donc, en tout cas, c'est bien d'en discuter quand on a un antécédent au premier degré avec son gastro-entérologue pour voir ce qu'il faut faire comme test. Et voilà, donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Vous avez le prochain webinaire pour ceux que ça intéresse qui sera le vendredi 23 mai de 12h30 à 13h30 sur la prévention et le dépistage du cancer de la peau avec ma consoeur le docteur Candice Lesage. Et je veux bien, et ça nous intéresse d'avoir votre avis pour savoir ce que vous voulez changer, ce qui manque, quelles sont les choses que vous voudriez modifier. Vous avez le QR code que vous pouvez scanner ici pour donner votre avis. Donc ça, c'est important aussi de nous dire pour les modifications pour les années suivantes. Voilà, donc vous pouvez le scanner. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous laisse le QR code et s'il y a des questions, ben, je vous écoute. Ah bon? Il n'y a plus personne? Bonjour, si. Ah si, il y a J'ai quelqu'un. levé la Pardon. main, j'ai levé la main, mais peut-être vous ne le voyez Ah, pas. pardon, non, mais moi je vois On- rien, mais on n'avait pas vu, mais on vous écoute. D'accord. Je suis Cyril, je suis co-responsable de l'association Mon Réseau Cancer Colorectal, la seule association en France sur cette pathologie-là. Et on a bien compris dans ce que vous disiez qu'il y avait vraiment un manque de communication, hein, que ce soit Mm. donc au sein même d'une famille ou d'un cercle d'amis ou un cercle professionnel, et voire même avec certains soignants par manque de temps et des choses comme ça. Pourquoi, à votre avis, pourquoi il y a ce manque de communication si on compare, parce que quand même la campagne Mars Bleu, bon, cette année, c'est quand même les réseaux sociaux sont très très bleus, on voit que ça marche bien, Mm. mais il y a quand même un gros frein. Est-ce que c'est juste un frein de tabou par rapport à ce cancer ou vous pensez que ça va plus loin? Alors, je pense que c'est une conjonction de plein de facteurs. Je pense qu'il y a des gens. Alors, on verra si le fait d'avoir les réseaux sociaux de plus développés, comme vous dites, effectivement, on a l'impression sur LinkedIn, sur tout ça, enfin, sur vraiment l'ensemble des réseaux, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup plus d'informations. Enfin, moi, j'avais aussi le même ressenti que vous. Donc, est-ce que ça va changer? Je pense qu'il y a effectivement le tabou. Mais il y a tous les freins dont on parlait tout à l'heure, je peux revenir dessus, mais c'est vraiment, il y a un peu tout, donc on voit vraiment que le niveau quand même d'éducation et socio-économique joue beaucoup. C'est-à-dire que quand même les gens qui ont des niveaux d'éducation moins importants, qui ont sur des classes socio-économiques plus défavorisées aussi, vont moins faire le test. Et on voit aussi que les gens qui ont des comorbidités, qui pourtant pourraient être, à la limite, on a vu l'obésité, voilà, ça fait partie des facteurs de risque. Donc ces patients-là aussi vont moins faire les tests. Mais on n'a pas vraiment d'explication là-dessus. Il y a aussi la peur, il y a bien sûr le fait que ce soit un peu tabou. Moi, je pense que ça joue beaucoup, hein. En voyant en consultation les gens, même en gastro-entérologie, les gens aiment pas toujours parler de leur sel et tout ça. Il y a quand même un côté tabou. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'association de tout ça. Et un gros problème quand même aussi, c'est chez les professionnels de santé qui n'ont pas le temps, quoi, de parler de dépistage dans ce qu'ils disent, ils ont trop avec le manque de médecins, les déserts médicaux, ça joue aussi beaucoup sur le dépistage, ouais.
Et du coup, justement, j'ai une idée comme ça. À partir du moment, bon, je pense que chaque personne dans ce pays va au moins chez son médecin une fois par an. Enfin, je n'ai pas les statistiques, mais je Mm. pense. Du coup, est-ce que ça ne serait pas bien que le médecin traitant, le médecin généraliste, quand on a 49 ans, commence à nous mettre un warning en disant, ben, l'an prochain, tu vas avoir 50 ans, l'an prochain, tu vas recevoir quelque chose, lui expliquer, lui dire de le faire parce que c'est important. Bon, après, Oui. peut-être que les consultations bilan, je ne sais plus comment elle s'appelle, sur les tranches d'âge, les nouvelles consultations qui sortent là qui vont durer une demi-heure, vont peut-être aider à cela. Ouais, tout à fait. Il y avait des choses qui marchaient aussi. Il y avait des tests qui ont été faits d'envoyer les kits de dépistage, mais on s'est rendu compte, par exemple, si on l'envoyait à quelqu'un qui n'avait jamais eu de dépistage, ils le faisaient pas plus. Donc, ce qu'ils font, c'est que maintenant, pour éviter d'envoyer des kits comme ça sans raison, ils envoient aux gens qui ont déjà fait des dépistages dans les précédents dans les 6 ans, je crois, précédents. À la deuxième relance, il y a un kit qui est envoyé. Mais effectivement, c'est d'essayer de trouver les solutions. Mais pour le moment, en France, je pense qu'on a moins cette culture du dépistage, malheureusement. Et je sais pas comment on pourrait le développer plus, parce que là, maintenant, il y a quand même eu beaucoup de modifications qui ont été faites, hein, avec la Sécu qui envoie directement les courriers. Mais ça stagne, quoi. On stagne en termes de dépistage. Ok. Et oui. Juste une remarque, le QR code envoie sur un site qui ne peut pas ouvrir parce que le serveur ne répond pas. Ah, ok. Bon, bah écoutez, je Donc, transmets. il risque de ne pas y avoir de bilan. Oui, oui, ça marche. Bon, bah écoutez, merci quand même. Merci. Bon, de toute façon, je sais pas s'il y avait beaucoup de monde, mais c'est gentil en tout cas de nous dire, Monsieur Saros, c'est avec plaisir. Euh, et ben écoutez, vous aviez d'autres remarques ou je crois qu'on n'est plus très nombreux, il n'y a que nous trois là, hein. On est trois dans la salle. Non, ben c'est très bien. Après, voilà, j'espère que ça va communiquer plus et que Et ça va oui, marcher oui, parce que tout c'est à fait. évidemment Ouais. très important, quoi. Et que les Bah, bien. politiques prennent aussi la chose un petit peu en main, quoi. Ouais, Et les exactement. médias. C'est pour ça que j'avais montré un peu la comparaison avec la route, parce qu'il y a eu des énormes campagnes pendant très longtemps avec les ceintures de sécurité, l'alcool, tout ça, et puis on voit que ça a marché, ça a fait réduire, et on est un peu sur les mêmes ordres de grandeur, quoi, en milliers de morts, et effectivement, je pense on voit bien qu'à partir du moment où il y a des mesures qui sont prises, ben on a plus, effectivement, on est plus efficace, quoi. Et je Non, pense que complètement. voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut faire, voilà. Je pense que tout le monde un peu même dans le milieu médical a aussi sa part de responsabilité, mais sans être forcément, voilà. Mais parfois sans malheureusement parce que on est noyé sous d'autres activités, d'autres trucs. Mais sauf que là, on a un vrai bénéfice pour après et on court pas après une maladie. C'est vraiment pour éviter le cancer, quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions et Merci puis beaucoup. à bientôt, au revoir.